Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film L'expérience interdite Flatliners en version originale, ou si vous complétez le titre français avec le titre anglais, ce qui rend stupide de avoir mis un titre français juste devant, réalisé par Niels Arden Oplev, qui a réalisé la série et le premier film Millennium, et qui nous vient donc avec ce remake du film de 1991, dans lequel des étudiants en médecine décident de mourir, pour être ramenés à la vie et essayer de prouver scientifiquement s'il y a une vie après la mort, ou en tout cas qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand l'être humain meurt et qu'on a des expériences de mort imminente. Je suis presque sûr que j'ai vu le film d'origine, mais je n'en ai aucun souvenir parce que ça devait être dans les années 90, j'ai dû le louer dans un vidéoclub, et j'étais pas ultra partant pour ce film, parce que l'histoire est un peu particulière, et il faut réussir à la vendre correctement, et il faut en faire quelque chose d'intéressant. Je vous préviens à l'avance, le film est en partie un film d'horreur. Je sais pas si on peut dire en majorité un film d'horreur. Il y a des éléments de film d'horreur en tout cas dans le film, et tout ça pouvait potentiellement être très niais, très basique, et très convenu. Et en fait, je suis surpris par le nombre de facilités vers lesquelles ils ne vont pas. Vers le nombre de scènes qui semblent prédestinées à se finir d'une façon évidente et qui, en fait, se finissent de façon différente. Quel est l'enseignement à tirer de ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils vivent une fois qu'ils ont fait leur expérience de mort imminente? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis très surpris par tout ça. Je trouve que tout ça a beaucoup de sens, est assez juste, est assez réaliste. Je sais pas si vous avez déjà vu des films où je parle de l'univers de la médecine, la plupart de ma famille est en médecine et je suis assez familier avec le milieu médical et des étudiants en médecine en particulier. Et ils ont énormément joué là-dessus pour justifier le scénario du film. Je jouais sur le fait qu'il y a peu de place désormais dans le monde médical et beaucoup de candidats, et que donc si on veut faire quelque chose d'intéressant, il faut il y a une espèce de compétition qui se met en place au niveau des études directement. Alors je crois que c'est plus dans les études américaines, parce qu'au niveau français j'ai pas trop entendu parler de compétition en école de médecine, mais peut-être. Et c'est une bonne explication à pourquoi est-ce qu'on va faire une idée aussi merdique, quoi. Pourquoi est-ce qu'on va se donner la mort et se ramener à la vie ensuite? Et l'idée de le faire dans une espèce de compétition, de se dire, si on découvre ça, on aura un internat sans problème, on aura tous les postes qu'on veut, machin, on aura une renommée si on arrive à découvrir ce qui se passe après la mort. Vous imaginez le domaine, quoi. Et je trouve qu'il y a une bonne façon de motiver les personnages à faire l'expérience. Et les autres raisons, celles qui trouvent Courtney en particulier, celle qui en gros est le personnage principal du film et qui est jouée par Ellen Page, a une raison particulière de vouloir le faire, qui marche plutôt bien. Et tout ce qui s'ensuit après est traité de façon assez intéressante et assez surprenante. Je lis vraiment, il y a plusieurs fois où je pensais que la scène allait se terminer d'une certaine façon, et en fait non. Esthétique en plus, je trouve que le film est plutôt très bien réalisé. Visuellement, je le trouve très très sympa. Il y a des petits trucs que j'ai du mal à comprendre, mais je vous en parlerai. Un petit truc que j'ai du mal à comprendre, mais je vous en parlerai. Et ouais, grosso modo, je trouve que L'expérience interdite est un bon film, et je vous encouragerais plutôt à aller le voir. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des passages d'horreur, il y en a qui sont vraiment bien trouvés. Il y a, avant qu'il y en ait certains qui le disent, il y a des jumpscares dans le film. Je tiens à rappeler, le jumpscare en lui-même n'est pas un défaut. Le défaut, c'est de l'utiliser tout le temps et au mauvais moment. Là, il y a des jumpscares qui sont très bien travaillés, qui sortent, tu sens qu'ils vont arriver, mais ils les sortent tellement bien. Et il arrive à gérer, un petit peu comme James Wan, il arrive à gérer l'ambiance horrifique, à se dire, bon, là, les gens pensent que ça va être tranquille, donc si on fait un truc, ou alors les gens pensent qu'il va y avoir un truc qui va arriver de façon sournoise, si on le fait arriver de façon directe, ça va être plus intéressant et plus marquant au niveau de l'image. Donc, vraiment, je trouve qu'en termes de réalisation, c'est vachement intéressant. J'y viens dans le détail. J'ai peut-être un problème avec le film. Pour tout ce qu'il essaye d'avoir l'air réaliste et de se justifier, etc., il y a un truc qui est assez essentiel et qui est pas justifié. Le but de leurs expériences est de vivre des expériences de mort imminente. Et quand ils vivent ce genre d'expérience de mort imminente, ils se rendent compte que le cerveau se restructure, se réarrange, et qu'ils ont mieux accès à toutes leurs connaissances. En gros, ils deviennent lucides. Et on n'explique pas trop pourquoi est-ce qu'ils deviennent comme ça, eux, alors que des centaines de milliers de personnes ont fait des expériences de mort imminente dans le monde,
Et c'est pas l'effet secondaire ultra connu de leur retour. D'autant que le film a un très beau générique, très sympa, avec une musique un petit peu angoissante, un petit peu thriller, ça passe plutôt bien. Et pendant tout le générique, il y a que des témoignages de personnes qui expliquent ce qu'elles ont vu pendant l'expérience de mort imminente. Les grands tunnels, les grandes lumières, les trucs, les apparitions, etc. Que des gens qui font des trucs comme ça. Et tu dis, bah, du coup, il y a tellement de gens qui ont vécu ça, pourquoi est-ce que vous, les héros de ce film, quand vous viviez ça, vous avez d'un seul coup le cerveau de Lucie? C'est peut-être le seul élément avec lequel j'ai eu du mal. Quand j'ai vu ça arriver dans le film, je me suis dit, ouais, d'accord. Justement, c'est pas Lucie. Lucie, c'est une fantaisie, c'est un fantasme, c'est machin, c'est fait pour ça. Là, bon, il y a un côté fantasme, évidemment, mais on essaye de baser le truc vraiment à fond sur le réel, et du coup, cette histoire de devenir vachement plus performant, pas forcément plus intelligent, t'as pas des connaissances que t'avais pas avant, mais tu as mieux accès à celles que t'avais avant, t'arrives mieux à les organiser, à y accéder et à les donner. Ça paraît pas très bien expliqué comme truc. C'est dommage. Ils expliquent tellement d'autres trucs, et ils parlent un moment de drogue, des trucs dans ce genre-là, il y a un mec qui dit qu'il a pris du LSD, des machins, etc. Et tu pourrais dire, il y avait peut-être des façons de justifier ça, plus clairement, alors, puisque le film essaye clairement d'être dans un univers réaliste et de partir du principe que les expériences de mort imminente existent et pourraient peut-être amener à ce monde-là, c'est difficile de pas expliquer pourquoi est-ce que c'est les seuls gars qui ont vraiment expérimenté ça de cette façon-là et ramené ça avec eux, quoi. Donc voilà, c'est peut-être le seul petit truc que j'ai reproché au film, mais pour moi, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Je vous encourage à aller voir Flightliners, l'expérience interdite. Et je pensais pas du tout, mais vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal, en termes de thriller, divertissement, horreur. Je trouve que c'est bien géré et que ça marche bien. J'avais dit pour l'expérience, ça pourrait être compliqué à vendre d'arriver dans ce truc-là. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'ils passent leur temps à se dire qu'ils sont idiots. Vous êtes débiles, vous devriez pas faire ça, c'est complètement con, etc. Et qui se le rappellent à eux-mêmes. Qu'on sache, du coup, que les personnages sont conscients qu'ils font quelque chose de pas bien, mais qu'on comprenne aussi, grâce au scénario du film, pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à faire cette chose, et ce qu'ils vont pouvoir en tirer, quoi. Pour rentrer un petit peu dans le détail, dès le premier plan, j'ai senti qu'il allait y avoir une intention de réalisation intéressante. Le tout premier plan du film, c'est... alors, peut-être que je vais vous le dire. L'héroïne principale, Courtney, a perdu sa sœur dans un accident de voiture. Et le premier plan qu'on voit, c'est donc elles qui sont en train de rouler jusqu'à cet événement fatidique. Et le premier plan est à la fenêtre, flou, et il nous montre les cimes des arbres. Flou, donc on a le ciel qui est nuageux blanc et les arbres qui sont verts. Et je pense que la plupart des gens ont passé complètement à côté, mais si vous regardez bien cette image, ça ressemble à un électrocardiogramme. C'est une ligne qui a des pics, des descentes, plus ou moins régulières, donc ce serait un cœur en tachycardie, mais ce serait... il y a cette image visuelle, dès le premier plan du film, d'essayer de reproduire le thème du film dans le premier plan. Le thème qui est la mort, la vie, représentée par l'électrocardiogramme. Donc déjà, à partir du premier plan, ça part super bien, quoi. Je trouve que tous ces passages, justement, de mort imminente, sont extrêmement bien réalisés, pour la plupart. En particulier tout ce qui est plan aérien, c'est quand elle commence à s'envoler, quand elle voit son corps et qu'elle passe dans les différents étages et qu'ensuite elle arrive au niveau du toit puis qu'après elle se promène un petit peu dans le truc. D'ailleurs, elle passe dans certains endroits qui te font croire que le film va arriver vers une explication et en fait non, ils vont jouer avec ça. Mais tout ça, je trouve, était très bien réalisé. Ça va pas être si facile que ça de faire un plan comme ça. C'est quand même des plans où tu voles, quoi. Donc tu passes d'un toit au sol et l'image de la caméra est censée faire croire que c'est un seul plan. Ça m'a pas l'air si truqué que ça. Ça a l'air d'être du timelapse peut-être, ou un truc dans ce genre-là. Peut-être un plan en drone. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils auraient pu faire ça, mais je trouve que c'était très bien réalisé. Il y a beaucoup de choses très jolies quand il voit certains éléments. Je peux pas tout vous détailler, mais il y a quelque chose de sous-marin avec un des personnages et des animaux sous-marins et c'est traité de façon, ça fait un visuel assez joli aussi dans le film. Il y a toute une séquence qui me fait beaucoup penser à Akira. C'est un personnage qui est sur une moto à fond la caisse dans une ville presque entièrement vide et toutes les lumières laissent des tracés mais très très longs derrière le personnage. C'est-à-dire que vous allez avoir un lampadaire quelconque qui va passer derrière le personnage qui est en moto, et au lieu d'avoir juste le truc qui passe, il va y avoir une traînée qui va rester genre 1, 2, voire 3 secondes après que la lumière soit passée. Juste
la lumière résiduelle sur le capteur ou un truc dans ce genre-là. Enfin, ça crée du coup un truc très éthéré, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans Akira, mais comme là on est dans une idée d'être dans une projection astrale, c'est assez intéressant de voir le rendu que ça donne. Et quand ça commence à aller mal, je trouve qu'il y a un côté Silent Hill qui ressort énormément. Alors c'est peut-être parce que je suis très fan de Silent Hill et que l'hôpital est un lieu très important dans Silent Hill, mais il y a aussi des salles de classe, là aussi un lieu très important dans Silent Hill, et on les voit quand ils sont en train de se faire hanter par leurs démons. Je vous dis pas quels sont leurs démons, mais quand ils sont en train de se faire hanter par leurs démons, tous ces lieux prennent un aspect très Silent Hill-esque, et il y a une scène en particulier, il y a une des filles qui teste ça avec eux, qui à un moment prend un ascenseur. Et là aussi, l'ascenseur dans un Silent Hill, c'est très particulier, et l'ascenseur n'a pas de toit en fait, et elle voit toute la cage de l'ascenseur au-dessus d'elle, et l'ascenseur va de plus en plus vite et fait des bruits bizarres, et puis ça grince et ça machin. La scène était très angoissante, très bien fait. Et je vous dis, il y a des petits échos à des trucs que j'aime bien. Il y a beaucoup de décors qui sont extrêmement bien recherchés. Bon, il y en a beaucoup qui font, là pour le coup, trucage. Ce qu'elle voit quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, par exemple, ça fait faux. Ça fait clairement faux. Mais dans d'autres décors, il y a une recherche visuelle comme ça. C'est rien que le sous-sol dans lequel ils vont pour faire leur expérience. C'est une espèce de sous-sol fantomatique. Il y a des draps partout sur tous les trucs, sur tous les lits, sur tous les objets, parce que c'est un espèce de bunker, hôpital bunker qui a du matériel mais qui est jamais utilisé. Donc il y a toutes ces espèces de draps qui traînent un peu partout. Ça fait quand même une espèce de présence très fantomatique, genre le fantôme de l'hôpital. Tout ça nourrit un côté glauque assez intéressant. D'ailleurs, au niveau glauque, Courtney vit dans un appartement qui est 10 fois trop grand pour une nana comme ça, ou alors elle est effectivement très très riche dans le film, mais ça semble 10 fois trop grand pour une nana qui est juste étudiante en médecine et qui a pas encore les moyens de se faire des gros trucs. Mais genre, dans le genre appartement qui te met en angoisse, toutes les peintures sont sombres, il y a des couloirs qui sont pas éclairés, des machins, enfin c'est... comment te foutre en angoisse juste par là où tu habites, quoi. Et ce qui rend des choses assez intéressantes également. Il y a un des mecs qui vit dans une péniche, et je trouve que c'est une idée intéressante de décor, parce que c'est rare les films qui osent vous faire de la peur dans des endroits restreints. Bon, à part une cave ou un truc dans ce genre-là, mais il y a peu de films d'horreur dans une chambre d'étudiant. Par exemple, enfin c'est tout con, hein, mais tu vois un film d'horreur avec des grandes baraques énormes, des grandes lumières, des grandes ombres, des grands machins, des grandes fenêtres. Tu rentres dans ton petit appartement de 10 mètres carrés, c'est difficile de ramener le film avec toi dans ton environnement. Là, pour le coup, c'est un film qui le fait, et qui le fait de façon assez intéressante et visuellement intéressante. Et justement, on a l'impression que beaucoup de scènes qui se déroulent dans celui-là vont se finir à coup sûr d'une certaine façon. Et non. Et je trouve que le film, quand même, est assez doué pour nous surprendre souvent comme ça. Autre chose intéressante dans les décors, tant que je suis en train de parler de visuel, comme il y a cette idée d'excellence dans la médecine, et de réussite, puisqu'ils sont tous en train de jouer les uns contre les autres et il y a un esprit de compétition, ils retranscrivent ça aussi avec le lieu de l'hôpital, et de l'hôpital école, quoi, enfin qui fait les deux en même temps. Merde, ça y est, j'ai perdu le nom. En France, ce serait un CHU, centre hospitalier universitaire, mais je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis. Et c'est un grand truc en verre avec des très belles lumières à l'intérieur. Et comme la médecine, c'est quand même basé sur des connaissances et des acquis qui existent déjà avant nous, il y a cette notion d'acquis est retransmise par le fait que l'immeuble en verre est collé est une extension en fait d'un ancien immeuble new-yorkais en vieilles briques avec des vrais reliefs et des moulures et des machins. Le tout relié en un autre bâtiment encore plus moderne et plus grand avec une passerelle entièrement en verre. Donc il y a un truc qui est assez beau aussi dans cette recherche, et dans ce choix de décor, il y a la retranscription de l'environnement qui les pousse à faire ce genre d'expérience et aller vers ce genre de choses. Donc je trouve que visuellement le film est vraiment génial. Le film est aussi facilement accessible et on accepte assez ce qui se passe parce qu'il y a un côté réaliste qui est assez travaillé, notamment au niveau de la médecine. C'est la première fois que je vois un film mentionner qu'un défibrillateur ne marche pas sur un cœur à l'arrêt. C'est le genre de liberté, le cinéma peut en prendre de moins en moins parce qu'on est de plus en plus conscient et informé de ce genre de choses, le citoyen lambda est de plus en plus informé de ce genre de choses, mais les ordinateurs on les gérait d'une façon complètement fantasque jusqu'à ce que les gens comprennent ce que c'est, qu'ils en aient tous un dans leur maison, et un cœur à l'arrêt ne peut pas repartir avec un défibrillateur, avec un choc électrique, ça marche pas. Il faut qu'il y ait déjà un pouls pour que le défibrillateur puisse marcher.
je vous avoue, malgré ma famille à moitié, je n'étais pas du tout au courant de ce détail. Je pense que même eux doivent pas penser à l'évoquer quand ils voient un truc avec un encéphalogramme et avec un défibrillateur, avec un cardiogramme et un défibrillateur à l'écran. Même eux doivent pas avoir l'idée de nous le dire parce que ils doivent se dire bon, bah, voilà, c'est pas réaliste, mais ils sont tellement conscients du truc qu'ils pensent peut-être pas le transmettre aux autres. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est le premier film que je vois qui dit ça, et c'est quand même vachement un effort intéressant à apporter dans le truc, quoi, de faire cela. Il précise aussi qu'il y a il faut faire attention avec les éléments en fer, avec l'IRM, etc. Bon, ça, les gens sont un peu plus au courant, mais tu sens qu'il y a un réalisme, quelque chose qui est vraiment travaillé pour que ça ait l'air réel et concret, et qu'on n'ait pas l'impression que c'est une vaste blague, en fait. Je trouve que c'est assez bien travaillé et que ça marche très très bien. D'ailleurs, alors au niveau médecin, Kiefer Sutherland était un des acteurs de ce film. C'était un casting incroyable quand même, le film Flightliners à l'époque. Il y avait lui, il y avait Julia Roberts, il y avait Kevin Bacon, le casting était quand même assez important. Et Kiefer Sutherland revient dans ce film pour jouer un rôle complètement différent. Il joue cette fois-ci un des médecins résidents, un médecin employé par l'hôpital, qui est en charge d'internes. Et c'est tellement House. C'est évident que c'est Dr House. La première scène, c'est un diagnostic différentiel avec tous ces internes qui sont à côté, et il est là. Bon alors, avec tel symptôme, faites-moi un diagnostic différentiel. Ça pourrait être ça, non c'est nul, ça pourrait être ça, mais ça va pas à la tête, mais ça va ça, eh ben bravo, c'est ça le niveau, vous pouvez tous partir maintenant, etc. Enfin, le mec a une canne qui frappe sur la table quand les gens disent des conneries et tout. Enfin, c'est clairement le Dr House, mais il le joue bien. Pour le coup, le personnage passe super bien et il le joue bien. C'est un écho intéressant par rapport au truc d'avant. On pourrait imaginer que dans l'univers du film, ça pourrait peut-être même être le même mec. Ouais, j'aime bien le caméo, je trouve que ça passe bien, et tout ça rend assez réaliste la façon de gérer les choses. C'est même les comportements un peu carabins. Enfin, si vous savez pas, les carabins, c'est ceux qui font les conneries en gros en médecine, et c'est eux qui organisent tous les trucs de fin d'année, les trucs dans ce genre-là, et ils aiment beaucoup jouer des blagues les uns sur les autres. Par exemple, te faire croire qu'un patient a besoin d'un examen particulier alors qu'il n'en a pas du tout besoin. Voilà, c'est un des trucs qu'ils font dans le film. Je crois que tous ces trucs-là sont des trucs qui m'ont vendu le réalisme du film. J'ai vu ce truc-là, je fais d'accord, cet univers m'a l'air réaliste. Ce que vous allez faire me paraît bizarre, d'accord, vous en êtes conscient, bon, très bien. Et en plus, vous le justifiez par cette envie de se démarquer, de faire enfin de laisser sa marque dans la médecine et dans l'histoire de cet établissement. Je comprends, d'accord. Et j'accepte tout ce que les personnages disent, etc. Non, je trouve que et j'aime beaucoup l'enseignement du film, justement, où tout ça mène. Et une dernière bonne idée avant d'aborder certains défauts, il y a en fait, quand ils meurent, en gros, leur cerveau se réarrange parfaitement et ils deviennent plus performants qu'avant. Et il y a un plan pour le montrer que je trouve vachement intéressant, où il y a tout un tas de trucs où les diagnostics différentiels sont bien plus intéressants parce que ils arrivent à tout trouver, etc. Mais il y a un plan tout con, mais c'est une super bonne idée, faire résoudre à ton comédien un Rubik's Cube en plan séquence. Et genre en plan séquence court. Pas un mec qui met 15 minutes à résoudre un Rubik's Cube, un mec qui te le fait en 30 secondes. Là, c'est une nana pour le coup. Et c'est une super bonne idée. Alors, je sais pas si l'actrice de base peut faire des Rubik's Cube comme ça en un coup, c'est chapeau. Et il y a juste un plan, il y a quelqu'un qui pose un Rubik's Cube sur un comptoir, elle arrive, elle le voit, elle le résout, elle le pose. C'est en plan séquence. Elle a pas pu le gruger. C'est clairement un vrai Rubik's Cube. C'est pas un truc en 3D et ça se voit que c'est pas un effet spécial. C'est une super bonne façon de montrer, voilà, ils sont plus performants. Parce que en quelques secondes, elle te résout un Rubik's Cube face caméra, sans coupe, sans rien. Vachement intéressant, je trouve. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes dans la mise en scène de ce film. Pour arriver à certains défauts, je trouve que c'est difficile de comprendre comment leur vision agissent. J'ai l'impression que c'est grosso modo quand ils sont seuls, mais on comprend au bout d'un moment, enfin on comprend à la fin du film ce qu'est, enfin où est-ce que tout ça mène, et du coup tu comprends pas pourquoi à un moment la vision s'arrête. Qu'est-ce qui déclenche l'arrêt de la manifestation de ce problème? C'est le seul truc sur lequel j'ai un petit peu de mal. C'est le seul truc sur lequel le film, je trouve, fait un peu fake. C'est que on sent que c'est une scène d'horreur pour faire une scène d'horreur, et comme on veut pas que le personnage meure à ce moment-là, on va la faire s'arrêter à un moment. Mais tu comprends pas trop pourquoi est-ce que le truc décide d'un seul coup d'arrêter de faire peur au personnage. Voilà, c'est le seul
pour moi, c'est un des rares petits défauts du film. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Et il y a un petit truc que j'ai pas compris. Mais je m'en veux un peu parce que je crois que j'ai arrêté de porter attention à ce truc pendant le film, parce que je suis rentré dedans, tout bêtement, hein, et j'ai pas vraiment fait attention à ce petit détail-là, mais je crois qu'à chaque fois que ça arrivait à l'image, je m'en suis rendu compte. Et justement, c'est parce que j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire que ça m'a perturbé. Il y a le personnage de Courtney au début, et un autre personnage à la fin, qui ont des dialogues en chant contre chant avec un personnage. Donc chant contre chant, c'est voilà, chant contre chant. Le chant, c'est le premier plan. Le contre-chant, c'est celui qui répond au chant. Si quelqu'un parle, le chant, c'est lui qui parle. Le contre-chant, c'est la personne à qui il parle. Et il y a 2 scènes où, pendant chant contre chant, quand on est sur le personnage de Courtney ou sur le personnage de la fin, le cadre se resserre en hauteur. Et on passe en... Je crois même pas que c'est du 2,55. Ça doit être du 2,50 ou du 2,40. C'est très très légèrement en dessous du 2,39. Et j'ai pas compris à quoi ça servait. Qu'est-ce que ça retranscrit au niveau du personnage, le fait que son cadre soit un petit peu plus étroit qu'avant. En plus, il y en a une qu'il a au début du film et l'autre qu'il a à la fin, donc tu dis qu'est-ce qu'elle a récupéré du personnage qu'on a vu avant pour que ça puisse se reproduire à la fin. J'ai pas vraiment compris ce passage-là. Les dialogues se correspondent pas trop d'un truc à l'autre. Voilà, c'est le seul truc que j'ai eu du mal à comprendre dans le film. Pour le reste, j'ai vu des personnages intéressants, vivre une histoire intéressante. J'ai été diverti, j'ai eu peur, j'ai sursauté à 2-3 moments, ce qui m'était pas arrivé depuis quelques temps. J'ai fait une énorme pause dans les films d'horreur aussi récemment, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais en tout cas, ouais, je me suis des bons sursauts et des bonnes frayeurs que je voyais pas trop venir. Vraiment, je trouve que c'est un très bon film, aussi bien esthétiquement qu'au niveau du scénario et au niveau de ce qui est montré, donc je ne peux que vous encourager à aller le voir, et je m'y attendais vraiment pas, vraiment, je pensais que ce serait un pur divertissement idiot et un film d'horreur lambda, et non, pas du tout. Donc je vous encourage à aller voir l'expérience interdite Flatliners. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!